Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi aujourd'hui de vous proposer ma review de l'épisode 1 de Dragon Ball Super. Vous m'avez bien entendu, l'épisode 1. Et oui, parce que ma chaîne YouTube, elle a un tout petit peu moins de 2 ans maintenant, elle fêtera ses 2 ans en juillet. Ce qui veut dire que j'ai commencé quand on était en plein dans l'arc Mirai Trunks. Je n'ai jamais fait le début de Dragon Ball Super, les arcs Battle of God, Fukatsu no F, le début de l'arc Mirai Trunks, tout ça je ne l'ai jamais fait en review. Et il faut même avouer que le début de mes reviews était pas top dans le sens où j'avais un micro de merde, moi-même j'étais pas bien familiarisé et dynamique avec vous. En gros, j'étais pas bien à l'aise derrière mon micro. Mais bon, déjà aujourd'hui ce que je viens vous dire, c'est que je vais rattraper tous les épisodes de DBS, il y en aura une review chaque dimanche, sachant que ça me fait à peu près 50 épisodes. On en a à peu près pour un an, sachant que j'estime que Dragon Ball Super reviendra dans un an, Dragon Ball Super ou autre à la télé. Donc c'est plutôt pas mal en termes de calcul. Comme ça, le petit rituel du dimanche, continuera et perdurera encore très longtemps, et beaucoup plus que ça, parce que dans mes plans, aujourd'hui, je suis en mesure de vous le révéler, je vais vous proposer les reviews de tout ce qui touche à Dragon Ball, c'est-à-dire Dragon Ball l'animé, Dragon Ball Z, l'animé aussi, tous les épisodes. Alors on verra bien pour les épisodes hors série, il se peut que je prenne des raccourcis, parce que c'est pas tous les hors série de DB qui sont intéressants vraiment. Donc peut-être une vidéo pour résumer tout leur série, quelque chose comme ça, mais bon, ça on verra bien. Mais comme je viens de le dire, tous les épisodes de DB, de DBZ, et je pense que ça va faire découvrir les débuts de Dragon Ball à pas mal de personnes qui ont découvert Dragon Ball Super en cours de route et tout ça. Et bien sûr aussi les reviews de Dragon Ball GT. Mais ça ne va pas du tout s'arrêter là, parce que j'ai aussi les chapitres du manga DBS à rattraper. Mais bon, ça on verra bien. Mais surtout, je vais aussi faire toutes les reviews des films. TV spécial, OAV, spin-off, tout ce qu'on veut, ils vont tous passer en revue sur ma chaîne YouTube. Je tiens à ce qu'à ce niveau-là, ma chaîne YouTube soit la plus complète possible. Et quoi de mieux que cette entre guillemets fin de l'animé Dragon Ball Super pour s'en occuper. Et j'espère bien sûr que vous serez au rendez-vous, que ça vous plaira. Et il y a d'autres projets beaucoup plus tournés vers l'actualité et le futur de Dragon Ball Super qui sont en préparation sur ma chaîne YouTube. Je vous demande encore quelques jours de me les accorder et ça va pas tarder à débarquer sur ma chaîne. Bref, cette introduction était un peu longue mais nécessaire. Et passons maintenant, avec énormément d'émotion, à la review de l'épisode 1 de DBS. Justement après cet épisode 131, qui était, j'allais dire, formidable en fait, vous voyez, parce qu'il a ses défauts, mais l'épisode 131 était bourré d'émotions. Et repasser directement une semaine après sur l'épisode numéro 1, ça fait son petit truc au niveau du cœur, tu vois. Donc maintenant, on y est, on se plonge dedans. Cet épisode-là commence tout simplement, en fait, avec un bref résumé, mais efficace, de la fin de DBZ, pour ne parler que de l'animé. Avec le combat contre Majin Buu qui est vraiment fait en raccourci, hein. On ne voit pas toutes les formes de boue et tout ça, mais qui ne sont pas des scènes réanimées. Ce sont des scènes de l'époque, probablement reprises de DB Kai. Comme ça, l'Ato Animation a pu les repomper en 1080p directement, légèrement remasterisé, je ne sais pas quoi, mais ça reste quand même des images de DBZ à la base. On nous explique la toute fin du combat contre Buu, qu'il était la menace la plus terrible, et forcément, fin de Dragon Ball Super récente, je me replonge dans une review épisode 1 et on me refourgue des images de DBZ, l'émotion et la nostalgie étaient vraiment à son maximum. Donc d'ailleurs les devins, je vous conseille vraiment, moi je vous le dis, il y aura un épisode de DBS, en partant du premier, que je vous ferai et que je vous proposerai en review chaque semaine. Donc si ça vous dit de suivre l'aventure en même temps que moi, et pour la suivre en étant un petit peu plus au courant, n'hésitez pas à vous mater un épisode de DBS par semaine. Vous savez que le dimanche ça arrive sur ma chaîne, vous regardez ça le samedi ou quand vous voulez en fait. Bon là vous en aurez deux à voir, le 1 et le 2 pour la prochaine review, c'est pas grand chose, hein, c'est 40 minutes en gros. Du coup si vous voulez tenter l'aventure comme ça peut être sympa aussi. Comme ça on pourra plus en discuter si vous voulez me parler dans la zone commentaire. Dès le début on nous présente le titre de l'épisode, avec l'introduction en nombre du personnage de Beerus. Rappelez-vous que Beerus à l'époque on l'avait déjà aperçu, et plus qu'aperçu, hein, dans le film 2013 et dans le film de 2015, les deux films Dragon Ball Z, c'était pas encore super. Battle of Gods et Fukatsu no F, la résurrection de Freezer. Donc on voit en nombre Beerus ici, et on s'attendait tous à le voir apparaître dans l'épisode, ce qui a été le cas. Le titre était « La récompense pour avoir sauvé la Terre, à qui ira les 100 millions de zéniths ». Et comme ce titre l'indique, c'est vraiment un épisode transitoire entre cette fin de DBZ et tous les événements que l'on a pu connaître jusqu'à l'Ultra Instinct, tout ce que vous voulez, de DBS. Quelque chose qui fait la passation. Alors les quelques épisodes suivants, 2, 3, 4, 5 machin, le seront aussi, mais c'est dans cet épisode-là que j'ai vraiment senti que c'était un épisode de retrouvailles, dans tous les sens du terme. En parlant de retrouvailles, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai un bref point, 1 à 2 minutes grand max, sur ce que j'ai pensé de la VF, parce que je suis en train de découvrir la VF de DBS avec vous. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai vu l'épisode 1 en japonais VosTFR, et ensuite je l'ai mis en VF, doublé français. Comme ça, je vais vous faire un petit peu un compte rendu de tout, mais je vais vraiment y aller rapidement sur la VF, pour vous dire si c'était bien, si c'était pas bien, mais je vais pas aller plus dans le détail, parce qu'après ça devient un petit peu saoulant. Donc, quand on a passé tout ça, on est enfin dans le vif de l'épisode, le commencement.
Tout simplement, Goku est en train, avec ses habits de fermier et tout ça, de travailler le sol, ses plantations, entre guillemets sous les ordres de Chi-Chi. Mais faut pas voir Chi-Chi comme un personnage chiant. Parce que oui, à la caméra, vous m'avez compris, mais à l'image, elle a l'air d'être chiante. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que Goku, imaginez-vous, si vous êtes avec une femme en couple, et que vous êtes comme ça, insouciant, vous partez faire n'importe quoi, et que vous ramenez rien à la maison, ou l'inverse, si la femme ramène rien, bon bref, peu importe, c'est une égalité. Donc imaginez-vous aussi à la place de Chi-Chi. Vous essayez de tenir la maison comme vous voulez, mais de l'autre côté, l'autre ne fait rien et au contraire, il enterre votre ménage. Donc non, Chi-Chi, elle a des raisons aussi de gueuler comme ça, et si Goku a assumé ses responsabilités plus ou moins bien, même s'il n'était pas parfait, parce que personne ne l'est, mais s'il le faisait plus ou moins bien comme un être humain classique, en gros, ben elle lui crierait pas dessus. C'est pas elle qui en veut plus, elle veut juste quelque chose de normal, mais Goku ne lui assure pas cela. Et voilà, j'ai pas besoin de vous ressortir les exemples, on sait très bien que Piccolo, à limite, était plus un père pour Gohan que Goku lui-même. Bon, tout ce genre d'exemples donne raison à Chi-Chi, ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo un jour. Goku est entre guillemets forcé de travailler, mais en même temps, s'il ne le fait pas, il y aura pas d'argent dans le foyer, c'est pour ça que Chi-Chi gueule dessus. C'est vrai que le mode de vie de Goku et Chi-Chi est un peu la manière dont ça nous est présenté en fait, pas leur relation, mais la manière dont ça nous est présenté, elle est sexiste. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté de faire en sorte que Chi-Chi ramène de l'argent, mais ça serait encore plus rabaissant pour elle, parce que si Goku ne fait rien, il fait ce qu'il veut, il s'entraîne chez Caillou, et Chi-Chi part travailler, c'est bien, la femme indépendante, elle travaille machin et tout ça. Mais ça serait limite rabaissant dans le sens où elle est obligée de faire absolument 100% des tâches, et Goku n'en fait aucune. Mis à part, bon oui, protéger la Terre, mais bon, est-ce que sous prétexte qu'il protège la Terre une fois tous les 2 ans, il fait rien à la maison? Non, dans ces cas-là, la vie ça marche pas comme ça. Si vous, là, vous m'écoutez, et vous êtes père ou mère de famille, c'est pas parce que vous protégez votre enfant qu'à la maison vous foutez rien après. Vous faites les tâches ménagères. Bon, voilà, c'est un peu pareil en fait, ce que je veux dire. Mais bon, ça fait partie du personnage de Goku, de l'insouciance et tout ça. Et en fait, j'étais très content, je sais pas si c'est la nostalgie. Et en plus, cet épisode-là, dès le début, on voit Goku, bien sûr, il se met à s'entraîner, tout ça, l'entraînement mental et tout ça. Mais surtout, ce qui m'a fait un petit truc au cœur, en fait, c'est de revoir des personnages comme Goten, comme plus tard dans l'épisode Trunks, comme Chi-Chi, comme le grand-père de Goten. Des personnages qui, normalement, sont des fondamentaux. Bon, pas le grand-père de Goten, mais les autres Goten et tout, sont des fondamentaux de la Team Z, mais qui se sont fait oublier, enfin, en arc Mirai Trunks, et qui se sont fait totalement oublier dans l'arc Survie de l'univers. Pourtant, ils ont rien fait, on en reparlera un petit peu après, rien fait de particulier, Goten et Trunks ici. Mais le fait de les voir, de voir, encore une fois, c'est quelque chose, une notion que je répète très souvent dans mes dernières vidéos, de voir que ce monde de Dragon Ball est vivant, ça fait du bien. Chose que l'on a un peu perdu, voire beaucoup trop, dans les derniers épisodes. C'est un petit peu toujours les mêmes personnages que l'on voit s'agiter un petit peu dans les épisodes. Il y en a qui restent en fond et qui bougent pas. Là, c'était un monde qui avait l'air vivant dans l'épisode 1 de DBS. Et franchement, l'épisode 1 de DBS, il est super calme, il se passe pas grand chose. Mais en termes d'épisodes introductifs, de retour, de retrouvailles avec une franchise et des personnages que l'on n'avait pas vus depuis tant d'années, je trouve que l'épisode était très très bien foutu. C'est plus après, sur les épisodes 4, 5, etc., où l'animation va complètement tomber dans la merde, en fait, je peux pas le dire autrement. Mais là, dans cet épisode-là, en plus, en parlant de dessin, d'animation, de musique, les musiques ont rien de fou, mais elles accompagnent bien ce qui se passe, en fait. Dans le calme, c'est posé, tout ça. Un épisode un peu en mode détente, tranche de vie, donc ça passe. Les dessins et l'animation. Alors, l'animation, elle est pas ouf, mais ça passe. Elle est un peu raide par moment, l'animation, sincèrement. Et les dessins sont corrects. J'ai trouvé qu'il y avait pas de gros ratés dans les dessins des personnages, dans les décors. Les décors étaient pas extrêmement fouillés, mais quand ils sont partis dans des forêts et tout, ça avait de la gueule. Donc voilà, c'était pas mal. C'était pas ce qu'il y avait de le plus fou de la Terre, mais c'était sympa. Donc, dans la poursuite de l'épisode, ça sera la seule transformation de Goku d'ailleurs, Goku Super Saiyan 1. Et ça, je pense que c'était un petit peu pour faire pétiller nos yeux, nous remontrer le SSJ 1 qui est un petit peu emblématique. Même si ça ne sert pas à battre un ennemi, ça sert à Goku à s'entraîner. Donc, petite scène au début, Goten est perturbé par cet entraînement de Goku, il tombe dans le ravin. C'est un petit peu bizarre cette histoire, et vous avez été nombreux à m'en parler, enfin, pas ces derniers temps, mais il y a longtemps, vous m'en avez parlé, il y a 1 an et demi en arrière, vous m'en parlez souvent. Le fait que quand Goten Trunks, normalement, lui-même aurait été capable de rattraper ce fameux tracteur, et que Goku n'avait pas déjà besoin de se téléporter pour ça. Et surtout, on a l'impression que Goten a peur, du genre il s'accroche, il ferme les yeux, un peu comme quand quelqu'un a un accident de voiture et qu'il le voit arriver, il va comme ça se concentrer, il va se figer sur lui-même, et il va fermer les yeux, du genre comme si ça allait lui éviter quelque chose. Comme si Goten ne pouvait rien faire face à ce qui lui arrive, alors qu'il peut voler, alors qu'il est assez puissant pour porter le tracteur très facilement. Bon, c'était pour mettre encore une fois en avant la relation Goku-Goten, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. C'est pas comme si c'était un enfant terrien classique. Dès le début de l'épisode, on nous rappelle un petit peu le titre, vous savez, les 100 millions de zéniths, à qui iront-ils et tout ça. Ben, la famille de Goku est pauvre, et la fortune du grand-père, elle est perdue.
Et on peut voir que la situation de Goku ne va pas très bien parce qu'il fait n'importe quoi au boulot, il tape dans le sol pour s'entraîner tout ça, il fracasse son lieu de travail, sa maison, elle perd de plus en plus d'argent, et Chi-Chi est de moins en moins contente, ils vont vers la ruine, clairement. Mais bon, là c'est coupé, on part dans une autre planète de l'univers 7. À l'époque, on ne savait pas qu'on était dans l'univers 7 ou quoi que ce soit. Mais bon, maintenant on le sait. Avec Beerus, l'introduction de Beerus qui est nettement différente de celle du film Battle of God. Les deux se valent, quelque part. C'est différent, mais pour moi ça passe que ce soit l'un ou l'autre qui soit fait. Et en fait, on a du Beerus classique avec aussi l'introduction du personnage de son ange, Whis, bien sûr. Les deux ont l'air beaucoup plus mystérieux que le chat débile et l'ange un petit peu débile aussi sur les bords que l'on a pu connaître récemment, même si oui c'est calme, mais on a vu un petit peu ses phases drôles. Là, c'est assez sérieux dans l'ensemble, mais on sent un petit peu le côté ridicule du truc dans le sens où Beerus, qui n'est pas déclaré comme un dieu dans cet épisode-là, on ne sait pas du tout c'est qui il est en fait. On voit leurs vêtements qui sont supérieurs et tout ça, on voit que oui, c'est l'appelle Beerus Sama et tout ça, mais on ne sait pas vraiment qui est ce Beerus en épisode 1, c'était le grand mystère. On avait vu Battle of Gods. Mais si tu n'avais pas vu le film, tu ne savais pas qu'il était à ce moment-là de l'animé. Et on voit qu'en fait, il est là pour tester la bouffe de cette planète-là. Il est qu'à moitié satisfait, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il pète la moitié de la planète. Ce qui ressemble plutôt bien à Beerus. Par la suite, là aussi, c'est une scène qui, en fait, dans DBZ, elle aurait été lourde, mais là, elle servait parfaitement les retrouvailles. On s'est servi de l'humour par rapport au personnage de Majin Buu. Déjà, ça permet de le réintroduire. Ça a permis de réintroduire Mister Satan, comme on connaît dans la VF anciennement Hercule, mais la VF aujourd'hui l'appelle aussi Satan. Avec pas mal de trucs nostalgiques, comme par exemple les gars là qui sont derrière Buu, enfin le mec et la fille là qui sont derrière Buu et Satan, c'est ces gens-là que l'on avait vu à l'époque du Cell Game. Pour rappel, l'épisode 1 de DBS se passe 6 mois après la mort de Kid Buu. Donc bien sûr, on est entre la mort de Kid Buu et le départ de Goku avec Oob au 28e Tenkaichi Budokai à la fin de DBZ, on est toujours entre dans un niveau chronologique, mais on est juste 6 mois après la mort de Buu. En termes de pouvoir, de force et tout ça, et de chronologie, on est dans tout ce qui est délire SSJ3 contre Buu, tout ça. La mémoire des personnages en est encore là, pour vous remettre dans le bain. 6 mois c'est beaucoup, mais c'est pas grand chose non plus. Donc voilà, j'y reviens. Cette phase, cool en fait, parce que t'as les retrouvailles avec des personnages que tu aimes, que tu connais, et ils reviennent tels qu'ils étaient à l'époque où tu les as laissés, parce que dans leur chronologie, il ne s'est passé que 6 mois, comme je viens de le dire. Sauf que nous, il s'est passé des années. Mais tu sens que des efforts ont été faits pour que rien ou presque n'ait changé. Les caractères, la relation, Satan-Buu, Buu qui a toujours faim, c'est du classique, c'est du déjà vu, mais c'est ce qu'il fallait mettre en épisode 1 de DBS. En plus, les transitions, donc le storyboard, est bien foutu parce que tu as un personnage qui va permettre à un autre d'arriver. Les transitions ne sont pas raides comme ça pourrait l'être dans certains épisodes, même du tournoi du pouvoir. Le storyboard de cet épisode 1 est meilleur que le storyboard de certains épisodes récents de DBS, j'ose le dire. Avec par exemple à la fin Mister Satan qui crie à l'aide à Videl et Videl est ailleurs, tu vois, ça c'est des petites astuces qui sont efficaces. Donc Videl est dehors avec Gohan, j'allais dire Goku, non, Gohan. Gohan en mode étudiant, ça vous vous en doutez, qui est là avec ses livres, qui miroite encore ses rêves de devenir un savant, et ça sera un petit peu la seule apparition de Gohan dans l'épisode. Mais est-ce qu'il y avait besoin de plus? Sincèrement, non. À quoi ça servirait? Il n'y a pas de menace là tout de suite, il n'y a pas de combat. Voilà, il n'y a rien, l'épisode n'est pas centré sur Gohan non plus. Encore une fois dans le thème de l'épisode retrouvailles, eh bien tout simplement Piccolo qui veille sur Gohan et sur Videl. Pourquoi on ne le sait pas dans cet épisode-là? Et on a l'impression que limite Piccolo est redevenu méchant, sauf que vous savez qu'il n'en est rien, il est devenu un oncle gâteau, je sais pas si on peut dire ça, papa gâteau, oncle gâteau, bon vous m'avez compris. Et voilà, vous avez vu à quel point il prend soin de la famille de Gohan, de leur bien-être, 2 pannes plus tard, et c'est dans cet objectif-là qu'il les surveille de loin, rien de plus. Ensuite, voilà, on en arrive dans cette phase de l'épisode qui m'a rendu assez nostalgique. Parce que quand on sait que Goten et Trunks ont été largement mis de côté dans l'arc tournoi du pouvoir, à la limite, dans l'arc Mirai Trunks, on les voyait de temps en temps. Mais dans le tournoi du pouvoir, on leur a dit, allez, va faire joujou avec le Minotaur et on se reverra à la fin. Et sincèrement, même si leur rôle était complètement débile, même si c'était joli dans l'aspect tranche de vie, du genre chercher un cadeau pour Videl, c'est mignon, tu vois. Mais en soi, est-ce que ça fait avancer l'histoire de Dragon Ball? Pas vraiment, ça fait évoluer, les rendre ce monde un petit peu plus vivant, ce qui m'a plu vraiment à mes yeux. Mais ce que j'ai aimé, c'est justement de les voir, en fait, ces deux petits, parce que je trouve qu'ils ont été juste pas exploités du tout dans l'arc tournoi du pouvoir, alors qu'ils avaient largement leur place. Maintenant que l'anime est fini, on a bien vu que Goten et Trunks avaient leur place. Je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient pas d'accord avec moi avant que le tournoi du pouvoir ne démarre à l'époque, et j'avais dit sincèrement, d'après moi, Goten et Trunks, parce que rappelez-vous qu'au moment du tournoi du pouvoir, ça fait pas 6 mois que Buu est mort, ça fait quasiment à peu près 2 ans, tu vois, que Buu est mort. Faut que je revoie la chronologie, mais je crois qu'au moment du début du tournoi du pouvoir, ça fait 1 an et demi, 2 ans que Buu est mort. Donc ça veut dire que Goten et Trunks ont grandi de 1 an et demi, 2 ans de plus que ce que vous avez connu de eux en arc Buu.
Donc leur corps s'est développé, mais psychologiquement aussi. À cet âge-là, du tournoi du pouvoir, ils étaient largement capables de comprendre et d'appliquer les règles du tournoi. Surtout qu'au tout début du tournoi, désolé je fais une petite parenthèse mais c'est important, on voit Goku, C18 et tout le monde qui part chacun de leur côté, alors qu'on reprochait à Goten et Trunks de vouloir se la jouer trop individualiste. Au final, les adultes se sont comportés comme des enfants dans le tournoi. Et en plus, si vous parlez juste en termes de puissance, sans parler de stratégie, parce que vous avez vu qu'elle n'a pas été respectée par les plus puissants de l'univers 7, en termes de puissance, il y a des gars comme Krillin, comme Tenshinhan et tout ça, qui sont largement plus faibles que Goten et Trunks. Donc oui, ils avaient leur place. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été mis dedans? Je ne sais pas trop. Un bon collègue à moi m'avait dit que ça serait peut-être pour des raisons de censure, de pas montrer des enfants qui se battent. Peut-être qu'à l'époque ça se faisait et que maintenant au Japon c'est un petit peu limite, tu vois, de montrer ça. Je sais pas, c'est peut-être une bonne vision des choses par rapport au créneau horaire, réfléchissez bien. Pas par rapport aux animés. En général, il y a plein d'animés dans lesquels les enfants se battent. Mais je parle du créneau horaire spécifiquement auquel Dragon Ball Super est diffusé au Japon. Peut-être que là c'était un petit peu, tu vois, difficile. Pourquoi pas, mais dans tous les cas ça m'a fait chier de pas les voir à cette période-là de l'animé. Mais bon, en tout cas l'épisode 1 me sert une bonne tranche de Goten et Trunks, qui vont récupérer de l'eau en se battant contre un fameux serpent géant. Vous savez, dans le monde Dragon Ball, il y a des dinosaures, des choses un petit peu farfelues. Mais le message à la fin, côté tranche de vie, il est joli dans le sens où Videl va se rendre compte que c'est de l'eau et pas du tout un cadeau cher, pas du tout une lotion comme ils lui ont dit que ça l'était, parce qu'on a bien vu qu'il voulait aller dans un onsen, les fameux bains chauds japonais, les sources chaudes et tout ça, et au final ils se sont retrouvés dans une rivière classique, on voyait même des poissons qui nagent dedans et tout. Mais Videl a joué le jeu, et j'ai trouvé que ça, pour des retrouvailles, épisode 1, tu vois, on me fourgue l'épisode 1 en épisode 100, je te dis c'est de la merde. Mais ce qui a été fait dans l'épisode 1 au moment de l'épisode 1, c'était super, parce que tu vois que en 6 mois de vie, depuis la mort de Kid Buu, voilà, cette petite famille, on va dire, qui a été formée par Videl et compagnie, Gohan, tout ça, eh bien, ils ont appris à tisser un petit peu plus de liens, à se rendre un petit peu plus proches les uns des autres, parce que Videl est quand même toute nouvelle dans la famille. Et on voit qu'elle est parfaitement bien intégrée, qu'elle a une belle relation avec son beau-frère Goten, avec Trunks, etc. Forcément avec Gohan, et encore heureux. Ceci a eu le don en plus de rendre fier Goku à la fin de l'épisode. Donc sincèrement, de bonnes valeurs apportées par l'épisode. Un épisode bien structuré, qui était bien foutu, qui n'a rien révolutionné à Dragon Ball, mais ce n'était pas ça que je demandais à cet épisode-là, qui introduisait très bien la série. En plus, ça respectait son titre, donc cet épisode-là n'est pas putaclic, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fin, il arrive Mr. Satan qui va donner les 100 millions de zénith à Goku. Goku va refuser, mais au final va finir par accepter, car il a des objectifs un petit peu personnels, même très personnels et égoïstes, d'aller s'entraîner chez Kaio. Mais bon, sans cette mallette-là de Mr. Satan, etc., Goku aurait rencontré Beerus dans d'autres circonstances. Il n'aurait pas été à côté de Kaio, et peut-être que Beerus se serait énervé face à Goku, et qu'il aurait déboîté la Terre en un seul coup, et Dragon Ball Super, il y avait rien, tu vois. Donc, chaque chose, c'est un petit peu, voilà, si vous croyez au destin, etc., ce genre de choses, cet épisode te fait comprendre qu'il y a un destin, tu vois ce que je veux dire? Sans parler de religion ou quoi, moi chacun fait ce qu'il a envie, chacun sa foi ou ses croyances, mais juste pour vous imaginer un petit peu ce dont je parle en fait, tout simplement et bêtement. Donc à ce stade-là, Goku ne connaît pas Beerus dans cet épisode-là. Il ne va pas tarder, le dieu de la destruction est en approche, et vous l'avez bien vu, à la fin de cet épisode-là, passer la petite phase drôle dans laquelle Goku se taille s'entraîner, sans dire ni au revoir ni quoi que ce soit, au final, ni en disant à Chichi, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il lui a donné son argent. Voilà, les relations humaines pour Goku, c'est compliqué, hein, et ça le sera toujours à la fin de l'épisode 100, même s'il est toujours là pour te sauver les fesses quand t'en as besoin. Mais dans les moments où ça va, c'est le plus maladroit des maladroits, même Vegeta n'est pas comme ça. La petite phase avec Kame Sennin, est-ce qu'elle était nécessaire? Parce que j'ai vraiment... Mais c'est ça qui rend le côté drôle, tu vois, j'ai eu l'impression que Kame Sennin sortait de nulle part. Comment est-ce qu'il a pu avoir vent du fait que Goku a eu 100 millions de zénith, alors que normalement cette histoire est censée rester secrète? Je me pose la question. Il est au fin fond de la Terre sur son île, etc. Il est arrivé. C'est drôle en soi de le voir débarquer de nulle part. Et j'ai beaucoup rigolé en le voyant, et je dis pas que c'est nul. Mais forcément, je peux pas m'empêcher de réfléchir un petit peu logique, et comment est-ce qu'il a pu en être au courant si rapidement? Mais en même temps, ça renforce l'effet comique. Bon. Et pourquoi est-ce que cet épisode-là était bien structuré? Parce qu'on n'en reste pas juste sur l'aspect retrouvailles, mais on a Kibito-shin, la fusion de Kibito et Kaioshin, qui est là. Et rappelez-vous que en premier épisode de DBS, jusqu'au tournoi Arc Champa, d'ailleurs ça va être super cool de s'en faire la review, franchement les devins, je me languis vraiment d'y arriver à ce tournoi Univers 6, Univers 7 pour vous en parler en vidéo. Ça va vraiment envoyer le Goku Kaioken Hit et tout ça, bon bref. On a le Kibito-shin et le doyen, le vieux des Kaioshin, qui regarde le ciel, qui se rend compte qu'une autre planète a disparu, et c'est l'introduction un petit peu des pouvoirs divins de Beerus, et de à quel point ça peut terroriser l'univers 7 si ça se passe mal. Et l'épisode coupe clairement sur ça, sur ce grand mystère.
Si en plus, à l'époque, imaginez qu'on n'ait pas vu le film Battle of Gods juste avant, cet épisode-là aurait eu un effet monstrueux, sincèrement. Après, dans la vie, bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, les devins, j'espère vraiment que cette review, pour rattraper ce que je n'ai jamais pu faire sur ma chaîne YouTube sur Dragon Ball Super, vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par le biais de vos likes, vos j'aime, ces fameux pouces bleus qui ont l'air de rien mais qui sont super importants pour moi. Je vous en remercie vraiment déjà d'avance si vous le faites. Dimanche prochain, la review de l'épisode 2 de Dragon Ball Super. Donc n'hésitez pas à aller mater l'épisode 1 pour rattraper ça. Quelques mots bien sûr, je vous l'avais promis concernant la VF. Ça va pas prendre plus d'une minute. Alors, je l'ai vu en VF. J'étais plutôt satisfait dans l'ensemble. Et je vais essayer de résumer. Les voix classiques d'époque, les Goku, Goten, tout ça, les Vegeta, les Bulma, c'est sublime, tu vois, de les entendre parler. C'est un pur plaisir. C'était quelque chose de somptueux, vraiment. Après, il y a eu un gros point noir dans cet épisode-là, et je pense que ça le sera dans tout DBS, c'est la voix de Petit Trunks. Alors je sais pas du tout s'ils ont changé d'acteur ensuite, parce que, enfin je veux dire au cours de DBS, est-ce qu'ils ont gardé la même voix pour Trunks, parce que je n'ai pas suivi fidèlement la VF de DBS, mais c'est le bon moment pour rattraper. La voix de Trunks, avec tout le respect que j'ai pour la personne qui le double, j'ai trouvé vraiment à côté. Ça collait pas au personnage. Et ensuite, pour les nouveaux arrivants, comme Beerus, comme Whis et tout ça, alors Whis, très content de la voix de Whis, qui ressemble un petit peu aux intonations qu'il peut y avoir en japonais et tout. Beerus, pas mal, mais quand on connaît le Beerus japonais, ça fait un petit peu pâle figure, mais c'est sympa. Franchement, le Beerus est sympa. Pour les personnages secondaires, après, c'était un repompage de tout ce que vous pourrez entendre dans DBGT. C'était pas mal du staff de doublage de DBGT qui était là, et qui fait beaucoup penser à un dessin animé un petit peu lambda à ce niveau-là. Contrairement à l'époque où même les personnages très secondaires, ils ressortaient un petit peu du lot. Enfin, quand je dis secondaire, c'est vraiment le fond du sac, le fond du panier. Sinon, voilà, les devins. Concernant la VF, très content. C'était un bon moment que j'ai passé en le revoyant en VF aussi. Bien sûr, ça avait un aspect retrouvailles très fort émotionnel, parce que j'ai connu Dragon Ball avec la VF en premier. J'étais tout petit, j'avais 5 ans. C'était il y a 23 ans en arrière quand même. Du coup, les devins, merci pour tous les likes que vous laisserez à cette vidéo-là. Et je vous dis maintenant, prenez très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.